Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et bien sûr, je vous rappelle combien je compte sur vous pour assurer son succès. Alors prenez une petite seconde pour cliquer sur le pouce en l'air et relayer cette vidéo. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de nous écrire juste en bas dans les commentaires. Au programme de cette édition, les négociations de paix en Ukraine, rythmées par le nouveau camouflet infligé par Donald Trump à Emmanuel Macron au Vatican. Nous reviendrons ensuite sur la manifestation pour la paix organisée samedi par Florian Philippot. Et puis également dans l'actualité, le feuilleton littéralement délirant des élections en Roumanie. Le dernier rebondissement à une semaine du nouveau scrutin donne raison à TVL qui suit l'éviction antidémocratique du candidat souverainiste Georgescu depuis le départ. Et puis de retour en France pour évoquer le meurtre d'un jeune musulman d'origine malienne par un individu d'origine bosniaque dans une mosquée sur le territoire français. Un drame qui a fait l'objet de toutes les récupérations possibles. L'heure de vérité a-t-elle sonné pour la guerre en Ukraine? Après plusieurs coups de pression américains pour faire avancer les négociations, Washington estime que l'accord est proche. Alors bluff ou pas bluff? Réponse tout de suite. Une semaine cruciale. C'est ainsi que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a décrit la fenêtre qui s'ouvrait désormais à Kiev et Moscou pour enfin parvenir à la paix. Pour le secrétaire d'État, l'accord est proche, mais pas assez proche. En d'autres termes, rien n'est joué et les méthodes de négociation de Donald Trump semblent s'imposer une nouvelle fois dans la géopolitique mondiale. Ces derniers jours, les pressions américaines s'étaient déjà fait sentir. Le 18 avril, Marco Rubio avait lancé les premiers signes d'impatience de l'oncle Sam. Nous sommes venus ici hier pour commencer à discuter des grandes lignes de ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à une guerre, pour essayer de déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, pas de quelques semaines, s'il est possible ou non de mettre fin à cette guerre. Si c'est le cas, nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter cette fin et faire en sorte qu'elle se termine de manière durable et juste. Si ce n'est pas possible, si nous nous sommes si éloignés l'un de l'autre que cela ne se produira pas, alors je pense que le président est probablement arrivé à un point où il dira « Eh bien, nous en avons terminé. Nous ferons ce que nous pourrons à la marge. Nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix, mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. » Une déclaration qui commençait à donner le ton, un ton précisé encore plus clairement par le vice-président américain J.D. Vance mercredi dernier, jour de la présentation d'un plan de paix par la Maison-Blanche. Nous avons fait une proposition très explicite aux Russes et aux Ukrainiens et il est temps pour eux de dire oui ou pour les États-Unis de se retirer de ce processus. Se retirer du processus. En réalité, c'est le principal point espéré par Donald Trump qui voit dans cette guerre en Ukraine les vestiges des néoconservateurs de l'administration Biden. Il n'en reste pas moins que le président américain préférerait ne pas avoir à endosser une défaite diplomatique, lui qui avait annoncé une paix en 24 heures. C'est dans ce cadre qu'il a profité des obsèques du pape François samedi au Vatican pour s'entretenir rapidement avec Volodymyr Zelensky. Mais la séquence qui aura le plus fait réagir est évidemment celle qui a précédé ce rendez-vous en tête-à-tête avec l'homme qui tombe à plat, Emmanuel Macron. Dans cette séquence diffusée sans le son, beaucoup ont cru lire sur les lèvres de Donald Trump qu'il indiquait au président français qu'il jouait la mouche du coche. Si les propos exacts seront bien difficiles à discerner, on constate toutefois que 3 chaises étaient installées et que finalement seuls Volodymyr Zelensky et Donald Trump se sont entretenus. Évidemment, le compte X de l'Élysée a gardé une lecture bien différente de la scène. Pourtant, le président ukrainien sans mandat a donc dû assurer sa défense seul. Au lendemain de la discussion, Donald Trump s'est dit confiant en la capacité de trouver un accord entre Kiev et Moscou. Je pense que la rencontre s'est bien passée. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. Nous en apprendrons probablement beaucoup. J'ai été très déçu que des missiles aient été tirés depuis la Russie. Zelensky est-il prêt à renoncer à la Crimée, pensez-vous, Monsieur le Président ? Oh, je pense que oui. Écoutez, la Crimée, c'était il y a 12 ans. C'était le président Obama. Ils l'ont abandonné sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Alors ne me parlez pas de la Crimée. Parlez de la Crimée à Obama et à Biden. Je le trouve plus calme.
Je pense qu'il comprend la situation et je pense qu'il veut conclure un accord. Les jours qui viendront devraient donc montrer si Volodymyr Zelensky a décidé de renouer avec le bien de l'Ukraine et non sa survie politique. Dans le même temps, la Russie a définitivement tiré un trait sur l'opération ukrainienne lancée à Koursk l'été dernier. Seule et unique petite victoire pour Kiev. Une victoire pour la Russie célébrée jusqu'à Pyongyang avec un Kim Jong-un félicitant les soldats nord-coréens ayant participé aux opérations. De quoi faire les choux gras de la presse française qui mise, comme Emmanuel Macron, toujours sur une internationalisation croissante du conflit pour le faire pourrir. Pourtant, si la presse reprend les informations selon lesquelles, je cite, des milliers de soldats nord-coréens se battaient aux côtés de Moscou, ce n'est pas ce que Kim Jong-un a confirmé. En réalité, tout porte à croire que le leader nord-coréen a validé ce que le spécialiste de la gestion de crise Hervé Carès nous expliquait depuis longtemps. Non mais c'est absurde sur le plan militaire, ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des Nord-Coréens pour assister techniquement les Russes, pour utiliser les canons, les armes qu'ils ont... oui, c'est même incontournable. Qu'il y ait des observateurs nord-coréens, c'est probable. Ce qui peut être concevable à la limite, c'est qu'il y ait une petite unité d'une centaine d'hommes, 200 hommes de forces spéciales nord-coréennes engagés sur des objectifs très très ponctuels, comme la prise d'un village, parce que c'est facile à coordonner. 100 hommes dans un dispositif russe, c'est facile à coordonner. Mais c'est tout, c'est tout. Autre point nécessaire à préciser, par ailleurs, les soldats nord-coréens qui auraient combattu aux côtés de Moscou l'ont fait sur le territoire russe et non ukrainien. Quoi qu'il en soit, cette information mal restituée devrait être utilisée par le camp européo-occidental, nouveau berceau néoconservateur, pour faire échouer les accords de paix en cours. La même méthode que celle qui avait été suivie avec l'opération de Boutcha, agitée par la presse fin février 2022, au moment où Volodymyr Zelensky s'apprêtait justement à céder et à signer des accords avec Moscou. De quoi se souvenir que Donald Trump est encore loin d'avoir réussi son pari. Et l'attitude d'Emmanuel Macron sur la question ukrainienne continue d'inquiéter en France. Samedi, Florian Philippot, le président des Patriotes, organisait un nouveau rassemblement pour la paix. Nous étions sur place. Zelensky, rends l'argent! On est ici tout simplement pour manifester pour que la France prenne la voie de la paix dans les négociations qui ont lieu actuellement en Ukraine. Je suis mère et grand-mère et que je ne veux pas que mon fils et mes petits-enfants aillent en Ukraine se faire trouer la peau. C'est insensé. Je suis venue ici pour m'opposer à ce qui se passe en ce moment avec Emmanuel Macron. On est là pour défendre la paix, puisque c'est le principe de cette manifestation. On est à un moment de vérité. Il y a une accélération de la négociation vers la paix, tout le travail de Trump. On voit qu'il a envie d'accélérer, il a envie de conclure un accord. Et d'un autre côté, on a Macron et l'Union européenne qui s'excitent pour contrer la paix et pour pousser à toujours plus envoi d'armes, d'argent et préparer cette coalition des volontaires, de soldats. Donc on a un point où il faut faire pencher la balance dans le bon sens, du côté de la paix et non pas du côté de la guerre. C'est pour ça qu'on fait pression par ce genre de manifestation. On en avait ici, on en avait dans 12 villes de France, organisées par les Patriotes. Le renoncement par la France de sa position de puissance d'équilibre, je trouve que c'est complètement ruineux pour notre pays. En France, on a beaucoup de problèmes. On a des problèmes de natalité, on a le problème avec de chômage, de santé mentale, de santé tout court, de dette, de déficit. On a plein de problèmes. Alors pourquoi on rajoute le problème russe? Et la loi de programmation militaire permet aujourd'hui en France de réquisitionner beaucoup plus facilement les gens. C'est ça l'avenir. Vous savez, le chef des services secrets allemands a dit qu'il fallait faire durer au moins jusqu'en 2030 cette situation de guerre. Moi j'ai fait l'armée, je sais ce que c'est, Macron ne sait pas ce que c'est lui. En fait c'est un engrenage et on risque de mettre le doigt dedans. Et par bêtise, par cupidité, Macron est là uniquement pour réduire la France, la piétiner. Et on met à la retraite des généraux qui font une lettre pour dire qu'il ne faut pas y aller. C'est une excellente tribune qui a été envoyée d'ailleurs sous contrôle d'huissier au président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour montrer à quel point Macron viole la Constitution en engageant la France militairement et financièrement en Ukraine. Il ne respecte pas la Constitution. C'est puissant. C'est tellement puissant que le jour où ça a été publié, Macron a publié un décret pour sanctionner 2 généraux qui avaient signé la première tribune. C'est mesquin. Ce qu'on craint, c'est la manipulation de ce gouvernement qui manipule les gens, qui font peur aux gens tout simplement. Avec un faux gouvernement, oui, tout est possible. Rien n'est fait par les oppositions au Parlement, qui usurpent leur terme d'opposition. Elles ne sont pas des oppositions.
Je rappelais que pas un eurodéputé français d'aucun parti politique n'a voté contre les 50 milliards pour l'Ukraine au Parlement européen. Que l'accord de sécurité France-Ukraine, qui est gravissime, de 2024, a été voté par 75% des députés. Que le RN, qui est soi-disant le grand parti d'opposition, s'est courageusement abstenu, n'a même pas voté contre. Si les députés faisaient leur boulot, les généraux le font à leur place. Nous, on ne serait pas obligés de faire ça. Mais on le fait parce qu'ils ne font pas le boulot. Ah, c'est tout. Ces gens-là sont nuls. Ils ne sont même pas capables de voter la destitution et même pas la motion de censure. Alors, écoutez. Macron, ta guerre, on la fera pas. Macron, ta guerre, on la fera pas. TV Liberté l'avait dit avant tous les autres, le motif de l'annulation de l'élection présidentielle roumaine pour écarter Călin Georgescu était bidon. 4 mois plus tard, les médias dits de service public français viennent enfin de reconnaître, alors que la nouvelle élection présidentielle aura lieu dimanche prochain, le point sur une situation surréaliste par Nicolas de Lamberterie. La saga de la présidentielle roumaine continue d'offrir chaque semaine un spectacle de grande qualité de l'effondrement d'un système démocratique et institutionnel au sein même de l'Union européenne. Depuis ce qu'il convient d'appeler le coup d'État du 6 décembre, lorsque la Cour constitutionnelle roumaine a en dernière minute annulé l'élection présidentielle pour barrer la route au candidat nationaliste Călin Georgescu arrivé en tête du premier tour, l'ensemble du système institutionnel roumain est particulièrement secoué. Depuis lors, un nouveau gouvernement a été mis en place par un président illégitime et de nouvelles présidentielles auront lieu dans moins d'une semaine, non sans que le favori du scrutin, Călin Georgescu, ait été préalablement interdit de se présenter à l'élection. La semaine dernière, toutefois, une cour d'appel de province a annulé le jugement de la Cour constitutionnelle et demandé la remise en place du second tour qui aurait dû avoir lieu en décembre 2024, avant que la Cour de cassation n'annule ce jugement de la Cour d'appel dans la foulée, le tout créant une zizanie et un désordre sans précédent dans ce pays depuis la liquidation du couple Ceausescu. Sur les 2 millions de Roumains qui, en novembre dernier, avaient voté Călin Georgescu et qui se sont donc évidemment sentis par la suite lésés dans leurs droits démocratiques au moment de l'annulation du second tour, il y en a un certain nombre qui ont porté plainte contre la décision d'annulation à diverses cours d'appel, probablement à toutes les cours d'appel de Roumanie, qui en comptent autant que de départements. Et donc ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que dans un département du sud du pays, enfin proche de Bucarest, un juge donc de la cour d'appel locale a décidé de se déclarer compétent, puisque c'est en fait le principal débat. Une fois qu'un tribunal s'est déclaré compétent, de toute façon il n'a pas tellement le choix, il est bien obligé de condamner cette décision. Ce juge a donc décidé de se déclarer compétent et de casser la décision prise le 6 décembre dernier par la Cour constitutionnelle roumaine portant annulation du second tour des élections organisées fin 2024. Ce qui lui a d'ailleurs entre-temps déjà attiré l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Et effectivement, à partir du moment où une telle cour d'appel casse une décision de la Cour constitutionnelle, juridiquement, on peut considérer que c'est une sorte de sécession. C'est donc un peu la situation de l'Église catholique à l'époque où elle a eu 2 papes qui s'excommuniaient l'un l'autre. Autre élément à noter, plus de 4 mois après que TV Liberté ait été le tout premier média francophone à l'évoquer, les médias de service public français viennent enfin d'avouer la supercherie que constituait l'annulation de l'élection présidentielle roumaine de 2024, en reconnaissant que les fameux comptes TikTok ayant soutenu la candidature de Georgescu n'étaient pas financés par la Russie, mais par le parti du président sortant, le PNL, dans le but de diviser les suffrages des candidats dits souverainistes et de donner une chance aux candidats du PNL de figurer au second tour de l'élection. Il aura donc fallu 4 mois à France Télévisions pour reconnaître que TV Liberté avait raison. Et ces faits, connus depuis fin décembre 2024, n'ont suscité aucune réaction de la Commission européenne, pourtant toujours si prompte à chercher jusqu'au moindre détail tout ce qui lui permettrait de mettre des bâtons dans les roues des gouvernements des États membres qui ont une orientation politique qui lui déplaît. En Roumanie, aucune instance officielle n'a jamais dit ça, mais Blinken et Ursula von der Leyen ont à un moment commencé à parler d'ingérence russe. Bien. Et sur ces entrefaits, nouveau retournement de situation,
Un contrôle du fisc roumain fait apparaître 2 jours avant Noël que les fameux comptes TikTok auraient été financés par des gens en rapport avec le parti du président sortant, Klaus Iohannis. Il est devenu, on va dire au moins vraisemblable, que la fameuse ingérence russe n'avait en réalité rien à voir avec la Russie, mais tout à voir avec des coups bas internes de la politique roumaine. En ce qui concerne le scrutin putschiste de 2025, dont le premier tour est censé avoir lieu ce dimanche 4 mai, pour le moment, le nationaliste George Simeon, qui remplace donc Călin Georgescu, est en tête des sondages et devrait avoir de bonnes chances d'accéder au second tour, même s'il est bien loin des intentions de vote qui étaient accordées à Georgescu et que ses chances de victoire au second tour sont beaucoup plus modestes. L'accession à l'autre place du second tour pourrait se disputer entre les candidats euromondialistes Nicoșur Dan, le maire de Bucarest, et Crin Antonescu, le candidat de la coalition gouvernementale. Dan semble avoir toutefois beaucoup plus de chances qu'Antonescu. Mais une surprise pourrait encore venir de Victor Ponta, ancien Premier ministre, parfois qualifié de souverainiste de gauche, et qui semble avoir quelques bonnes relations avec l'actuelle équipe gouvernementale en place à Washington. Quant à la finaliste euromondialiste de l'élection de 2024, Elena Lasconi, qui avait elle aussi créé la surprise en figurant au second tour devant les candidats du Parti social-démocrate et du PNL, elle a été officiellement abandonnée par son parti, l'USR, et se retrouve désormais fortement distancée dans les intentions de vote. Il reste moins d'une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle roumaine rejouée, à moins que d'ici là, d'autres tremblements de terre ne secouent encore le paysage institutionnel roumain, déjà bien dévasté. Un individu de nationalité française et d'origine bosniaque tue un jeune homme de nationalité française et d'origine malienne. Un nouveau drame de l'immigration a donc eu lieu samedi et la gauche tente tant bien que mal de le récupérer à son avantage. Olivier Frère-Jacques. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Jean-Luc assure le spectacle. Le fondateur des Insoumis s'est rendu à la manifestation dite contre l'islamophobie dimanche, au surlendemain du meurtre d'un jeune Malien de nationalité française par un Bosniaque de nationalité française, nommé pudiquement Olivier H dans l'immense majorité des titres de presse, mais qui se nommerait en réalité Olivier Hadzovic et qui serait issu de la communauté des gens du voyage. Le crime particulièrement abject a été perpétré vendredi avec une quarantaine de coups de couteau contre la victime dans une mosquée de la Grande Combe dans le Gard. Le tueur, qui a filmé le corps de la victime agonisante, aurait alors proféré des paroles décousues et hostiles à l'islam, laissant entendre qu'il allait recommencer. Parti en cavale, il s'est finalement rendu lundi dans un commissariat au centre-ouest de l'Italie, à Pistoia, au nord de Florence. Cette nouvelle chronique de l'immigration en France a donc fait l'objet d'une âpre récupération de la gauche mélenchoniste et affidée, qui s'est bien gardée d'évoquer l'origine de l'assaillant de la même manière que, 4 jours plus tôt, à Nantes, cette même gauche s'était bien gardée d'évoquer les origines turques du criminel de 15 ans qui a poignardé à mort une Française dans un établissement scolaire. Ici, les gauches ont retenu le qualificatif d'islamophobe et ont joué à plein la carte du communautarisme. Les manifestants ont même évacué le député socialiste Jérôme Guedj du cortège. Le cortège, déjà peu garni avec quelques centaines de personnes, 1500 fourchettes hautes, a finalement rapidement évacué la mort dramatique du jeune homme pour se préoccuper d'autres affaires plus lointaines. De réitérer ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est-à-dire un génocide sur une base islamophobe, sur une base raciste et raciale. Ce sont les mêmes gens qui aujourd'hui soutiennent le génocide et qui soutiennent le fait qu'on devrait appliquer en France les mêmes méthodes contre les musulmans.
Un discours surréaliste, mais dépassé par celui de l'assistant du député Ercilia Soudet de la France Insoumise. Le famélique Richie Thibault a de son côté appelé à la création de milices et mis en cause Vincent Bolloré et CNews dans un exercice de diversion pour le moins étonnant. Les amis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Il faut qu'on se défende. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a saisi l'appareil judiciaire contre Richie Thibault pour diffamation et appel à l'insurrection. Bruno Retailleau a par ailleurs pointé du doigt l'indignation à géométrie variable des Insoumis. Parce qu'ils instrumentalisent. Parce que on voit bien que eux font de poids de mesure. Ils n'avaient pas fait après Mulhouse et d'autres attentats terroristes islamistes, quoi que je sache, un certain nombre de manifestations. Ils choisissent leur cause. En effet, la France Insoumise s'est toujours gardée de manifester lors des crimes comme ceux de Lola ou de Thomas à Crépol, des profils de victimes probablement trop pâles. Résolument investi d'une mission électorale communautariste, Jean-Luc Mélenchon et ses disciples ont fait dans le plan com, se prenant en photo et s'exhibant sur les réseaux sociaux. Une récupération qui permet à Jean-Luc Mélenchon de tenter de redorer son blason médiatique après l'émission Complément d'enquête, sortie il y a 4 jours, dans laquelle il est dépeint, preuve à l'appui, comme un harceleur par d'anciens adeptes de la France Insoumise. Et partons à présent faire un rapide tour de France. Coup de filet après les attaques contre les prisons. Ce lundi à 7h30 du matin, 22 arrestations ont été annoncées par le parquet national antiterroriste dans le cadre de l'enquête sur les attaques contre les centres pénitentiaires. Depuis 2 semaines, sur l'ensemble du territoire national, des véhicules ont été incendiés sur les parkings des prisons et parfois les domiciles des agents pénitentiaires étaient visés. Le sigle DDPF, pouvant signifier droit des prisonniers français, a fréquemment été retrouvé. Les arrestations ont principalement eu lieu à Marseille, Lyon et Bordeaux. Selon les premières informations, la piste du narcotrafic est privilégiée. Après les premières interpellations annoncées ce lundi matin, d'autres arrestations ont eu lieu dans la journée. Face à la dette, encore des effets d'annonce. Dimanche, le ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé que le gouvernement souhaite proposer, dans le budget 2026, la suppression ou la fusion d'un tiers des agences et des opérateurs de l'État, à l'exception des universités. Les structures qui pourraient disparaître seraient notamment l'Agence Bio, l'Agence pour la transition écologique, l'Office français de biodiversité, ainsi que la Commission nationale du débat public. Reste à savoir comment organiser le départ des 180 000 agents publics qui y travaillent. La piste du non-remplacement des fonctionnaires partis à la retraite est envisagée, mais ne devrait pas suffire. Amélie de Montchalin a annoncé qu'un travail est en cours sous l'autorité du Premier ministre et que des précisions devraient être données dans les semaines à venir. Les mesures concernent le budget 2026, ce qui n'engage pas beaucoup le gouvernement Bayrou, qui a peu de chances de tenir jusqu'à cette date. Les internats de médecine désertés pour une journée de grève. Ce lundi, les internes sont descendus dans les rues contre une proposition de loi qui prévoit de réguler leur future installation sur le territoire, prétendant ainsi résoudre le problème des déserts médicaux. L'idée du texte est de conditionner l'installation d'un nouveau praticien à une autorisation d'installation des médecins délivrée par les agences régionales de santé, les ARS. Problème, si une telle loi entrait en vigueur, les futurs praticiens ne choisiraient plus la médecine libérale et s'orienteraient vers l'hôpital, aggravant ainsi la pénurie en milieu rural. La solidarité européenne a du plomb dans l'aile, la solidarité envers la France en tout cas. Le 24 avril, l'autorité de la concurrence de la République tchèque a rejeté l'appel d'EDF contre le processus ayant conduit le pays à choisir le coréen KHNP pour construire ses nouvelles centrales, un marché de 25,8 milliards d'euros. Pour rappel, la République tchèque reçoit chaque année 3,6 milliards d'euros de l'Union européenne, dont 700 millions de la France. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Explosion dévastatrice au port Shahid Rajai en Iran. Une explosion survenue dimanche dans le principal hub commercial du pays, près de Bandar Abbas, à l'extrême sud du territoire, a fait au moins 40 morts et plus de 1000 blessés, selon le Croissant Rouge iranien. La déflagration, probablement causée par un incendie dans un dépôt de matières dangereuses, a déclenché un vaste incendie toujours actif lundi matin. Le président Massoud Pezeshkian a ordonné une enquête pour déterminer les causes de la catastrophe. Un jour de deuil national est décrété pour lundi et 3 jours dans la province touchée. Les autorités ont fermé écoles et bureaux à Bandar Abbas, appelant les habitants à rester confinés et lançant un appel urgent au don de sang.
Israël face au désastre humanitaire palestinien. La Cour internationale de justice entame lundi une semaine d'audience à La Haye pour évaluer les obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens, alors que Gaza subit une crise humanitaire sans précédent. Depuis le blocus total imposé le 2 mars, Israël contrôle l'aide vitale pour près de 2,5 millions de Palestiniens, exacerbant une famine provoquée par l'homme, selon l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. L'État de Palestine ouvre les dépositions suivies par 38 pays et organisations internationales. Cette initiative, initiée par une résolution norvégienne, vise à clarifier les devoirs d'Israël pour faciliter l'aide. Parallèlement, au Liban, une frappe israélienne sur un fief du Hezbollah près de Beyrouth, la troisième depuis la trêve du 27 novembre 2024, ravive les tensions. Le président libanais Joseph Aoun exhorte la France et les États-Unis à contraindre Israël à cesser ses attaques. Nouvelle frappe au Yémen. Lundi, les Houthis, qui contrôlent une large partie du territoire yéménite, ont annoncé 68 morts provoquées par une frappe états-unienne. La veille, dimanche, l'armée américaine annonçait que 800 cibles avaient été frappées depuis la mi-mars. Selon le Pentagone, des centaines de combattants auraient été tués parmi les rebelles Houthis, dont des membres de la direction de l'organisation. Les libéraux favoris dans les élections fédérales canadiennes. 4 mois après la démission de Justin Trudeau, poussé vers la sortie par son propre parti, son successeur Mark Carney joue son avenir. Le parti libéral qu'il représente est donné favori d'une courte tête avec 44% des intentions de vote, juste devant les conservateurs de Pierre Poilievre, crédité de 39%. Une situation impensable il y a encore 4 mois alors que les sondages donnaient les conservateurs largement en tête. Les libéraux partent pourtant de loin, puisque Justin Trudeau a dirigé le pays pendant 9 ans et que son nom reste associé à une gestion calamiteuse de la crise sanitaire ainsi qu'à une immigration massive qui a laissé un goût amer à de nombreux Canadiens. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'analyste financier Sylvain Tiget pour évoquer les volte-face de Donald Trump dans sa guerre commerciale avec la Chine. C'est la technique de son principal conseiller économique dont on commence à entendre parler, Stéphane Miran. Alors je sais pas si c'est lui qui le conseille, peut-être. Hein. D'accord. Mais c'est retirer au dollar son statut de monnaie mondiale pour réindustrialiser. En tout cas, c'est ce qui se dégage et ce qu'on peut constater. Alors je sais pas s'ils veulent retirer au dollar leur statut, enfin le statut de monnaie mondiale pour une raison qui est simple, c'est que c'est ce statut mondial du dollar qui permet aux États-Unis aujourd'hui d'emprunter et de vivre à crédit. D'accord ? C'est parce que tout le monde veut du dollar américain qu'ils peuvent se permettre de dépenser un peu n'importe comment, d'avoir la plus grande armée du monde et de continuer à croître de façon... Donc non, je pense qu'il souhaite conserver un dollar monnaie mondiale, mais je pense qu'il veut juste le dévaluer un petit peu parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, monter une entreprise aux États-Unis, produire aux États-Unis avec des salaires comme ceux des Américains, c'est pas non plus très facile. Donc ça pousse les gens à aller dans des pays... Demain, à partir de 7h, vous pourrez découvrir notre Zoom avec le philosophe Xavier Coquille qui décrit le recul des libertés en Europe avec le pacte vert d'Ursula von der Leyen. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.